Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Niger et de l'uranium. Orano promet de tout mettre en œuvre pour faire valoir ses droits. Le groupe français Orano et le Niger sont toujours dans un bras de fer sur l'uranium exploité au Niger après la reprise des mines de Orano par l'État du Niger. Le groupe français n'en démord pas, toujours son premier responsable, le président du conseil d'administration donc d'Orano, Claude Imoven, a été auditionné par les députés et sénateurs français ce mercredi où il a rassuré à tout mettre en œuvre pour récupérer les quelques 1000 tonnes d'uranium aujourd'hui aux mains des militaires au Niger. C'est vrai, avant que la décision finale ne soit prise par le Niger de reprendre la mine, il y avait certains stocks d'uranium qui étaient là et qui avaient été repris par les militaires. On aurait appris qu'il y a un stock d'uranium qui serait acheminé vers Niamey ou vers l'aéroport pour des destinations pour le moment inconnues, et le groupe français veut avoir fait valoir ses droits sur ce stock avant, qui est, disons, extrait avant que la décision de la justice nigérienne n'arrive, ou de reprendre carrément le contrôle de cette exploitation. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Eric Johnson. Le groupe français Orano n'en démord pas. Le stock de 1000 tonnes environ d'uranium, il le vise et voudrait le reprendre aux mains des dirigeants nigériens. Cette question repose aujourd'hui les sujets sur les accords que nos pays signent avec des groupes internationaux, surtout en ce qui concerne le domaine d'exploitation de nos minerais. Le Niger est dans une situation délicate, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est l'État nigérien qui a donné une concession d'exploitation de ces minerais d'uranium au groupe français Orano. Et lorsqu'il y a eu des situations de crise et que l'État nigérien souhaiterait reprendre la main sur ces ressources minières, le minimum, c'est qu'il faut respecter le droit international. Quand vous venez vous imposer à une société de quitter votre territoire alors qu'il y a un accord d'exploitation de minerais, vous devrez prendre toutes les dispositions pour que cela se fasse dans les normes afin d'éviter des situations de crise qui ne vont pas finir aujourd'hui, même si aujourd'hui tout se passe sur le sol nigérien parce qu'il y a le droit international qui vous impose beaucoup de choses. Et donc, le groupe Orano parle aujourd'hui de 1000 tonnes d'uranium. Ça veut dire que c'est le fruit du travail de ce groupe-là sur le terrain. Aujourd'hui, personne n'est capable d'évaluer effectivement la quantité d'uranium qui a été extraite du sous-sol nigérien et préparée à être ventilée dans le monde par le groupe Orano. Personne ne peut nous donner exactement la quantité. Mais c'est le groupe Orano qui dit que c'est environ 1000 tonnes. Mais 1000 tonnes d'uranium, je dis, c'est grand par rapport à ce que cela pourra rapporter comme bénéfice ou frais pour le groupe français. Pourquoi avoir stocké autant de quantité de minerais avant
le vendre sur le marché ou d'en faire ce qu'on souhaiterait faire. La deuxième question que je me suis posée, pendant que vous êtes en train de faire partir le groupe sur votre sol, quelles ont été les dispositions prises pour que ce que le groupe a comme actif sur le terrain soit évalué? Et si aujourd'hui le groupe se présente devant n'importe quelle juridiction, mais vous allez avoir beaucoup de problèmes. J'ai lu quelque part que l'État nigérien aussi veut porter plainte contre le groupe Orano. Alors, l'un dans l'autre, ce sera un tribunal international qui va juger de cette affaire-là. Le président du groupe s'est présenté devant les députés français pour dire que ce groupe-là va faire valoir ses droits, quel que soit ce qui va arriver. Et donc, c'est vrai, ce groupe-là a déjà commis des avocats, pas des moindres, sur le plan international, pour pouvoir attaquer l'État nigérien. Mais quelle va être l'issue de ce procès-là, qui est très attendu dans le milieu juridictionnel international et surtout au plan économique, parce que nous, Africains, nous demandons aux gens de venir investir dans nos pays parce que nous disons que nous avons des potentialités qui ne sont pas exploitées. Il faut que les gens viennent investir parce que nous-mêmes, nous n'avons pas assez de flux pour pouvoir exploiter ce dont nous disposons. Mais au vu de cette situation-là, est-ce que les gens pourront encore nous faire confiance et venir dans nos pays pour des investissements de ce type? Peut-être on va aller encore plus en profondeur par rapport à cette situation-là, mais je parle de façon globale que ce ne sera pas une situation de tout aisé pour l'État nigérien. Mathieu Tamam, le groupe français Orano veut tout mettre en œuvre pour faire valoir ses droits justement à reprendre le contrôle de ce stock d'uranium, 1000 tonnes, c'est ce que dit avoir stocké Orano. On sait qu'il y a une quantité de plusieurs camions qui sera acheminée vers Niamey, vers l'aéroport, en destination vers une destination inconnue. Ça, c'est selon des informations qui ne sont pas encore authentifié et officialisé, mais le groupe français, malgré la scission ou bien la rupture totale intervenue entre ce groupe et le Niger, le groupe veut reprendre le contrôle de ce stock d'uranium. Bon, vous savez, le sujet d'Orano contre l'État nigérien est beaucoup plus politique que juridique. Suivant tout à l'heure le développement du doyen, je dirais que l'État est une continuité. Et donc, lorsque vous arrivez au pouvoir, que vous constatez un certain nombre de contrats qui existaient avant vous, vous êtes normalement censé continuer. Mais au même moment, nous sommes dans un contexte où... Mais vous pouvez aussi les réviser, n'est-ce pas? Vous pouvez également les réviser, j'en viens. Et nous sommes dans un contexte où aujourd'hui, les pays africains sont en train de renégocier les contrats avec les partenaires, les contrats où on estime que nous avons été entre-temps lésés. Et nous proclamons notre souveraineté. Et donc, au nom de cette souveraineté, les pays africains estiment qu'ils ont le droit d'avoir le contrôle sur les minéraux du pays. Et dans ce contexte-là, quand on part de ce contexte où nous sommes souverains, nous sommes en droit de posséder nos minéraux, la moindre des choses, c'est de constater si nos intérêts sont respectés par les contrats ou pas. Et si nous constatons que nos intérêts ne sont pas respectés,
nous pouvons demander à réviser ou carrément même rompre. Mais au niveau de la rupture ne se fait pas de façon unilatérale. Malheureusement, dans le contexte du Niger, nous avons constaté une rupture unilatérale, mais qui en même temps revient dans l'intérêt général du Niger, parce que aujourd'hui l'uranium du Niger profite largement aux Nigériens qu'avant. Et donc, on ne peut pas les en vouloir pour ça. Mais Orano, lui, il joue sur le droit. Et jouant sur le droit, il risque de gagner ce procès vu comment que la rupture du contrat a eu lieu. Sauf que, comme le doyen le disait, si nos pays africains nous ne faisons pas attention à la manière dont nous procédons avec le droit international privé, et nous allons nous retrouver dans un contexte où, au lieu de gagner des investisseurs, nous allons plutôt faire fuir des partenaires étrangers. Donc, ici, aujourd'hui, nous dirons que le vin est tiré, Orano ne reviendra plus au Niger, vu la logique dans laquelle se trouvent les dirigeants actuels. Sauf que, au devant du droit, politiquement c'est une victoire, mais dans le contexte juridique, est-ce que les règles ont été respectées? De quel levier dispose aujourd'hui Orano pour récupérer ce stock d'uranium? Est-ce possible? Oui, je le disais tantôt, Orano a des arguments juridiques à faire valoir. Dans ce sens où, lorsque vous voulez réviser ou rompre un contrat, ça se fait de commun accord en respectant un certain nombre de principes. Peut-être que le Niger aurait discuté avec Orano qui se serait accordé sur une indemnisation avant la rupture. Est-ce que ça a été fait? Je ne pense pas. Maintenant que la rupture a été brutale, comment on appelle, Orano est en droit de faire valoir ses droits. Et donc, devant les institutions internationales ne vont pas s'inscrire dans une logique politique. Ils vont s'en tenir au contrat qui a été signé avec l'État du Niger. Le Niger peut peut-être les dirigeants actuels du Niger peuvent peut-être se défendre en parlant d'un contrat qui a été signé en lésant l'État nigérien, ou bien dans un contexte de corruption. Tout va dépendre des arguments que va faire valoir les avocats d'Orano ou bien l'État nigérien. Mais pour moi, je pense que telle que la rupture a été faite, déjà, c'est mal parti sur le plan juridique. Merci beaucoup. Eric, vous voulez réagir sur un autre aspect de la question? Oui. En commençant mon analyse, je parlais des contrats que nous signons. Les contrats que nous signons avec les investisseurs. Aujourd'hui, quand vous regardez un peu de l'autre côté de la RDC, ce qui se passe est extrêmement grave. Il y a même des exploitants qui n'ont pas de contrat avec l'État congolais, mais qui exploitent des gisements grandioses dans ce pays-là. Des individus amènent des groupes au Congo et ils commencent par exploiter le sous-sol congolais. De l'autre côté, il y a nos États avec nos dirigeants qui ne respectent même pas la loi, qui font signer des contrats de concession à plusieurs groupes sans tenir compte des réalités de terrain, sans même lire ce que ça peut être demain, le droit international, sans avoir une vision lointaine de certaines situations qui peuvent se produire. Et donc, dans ce contexte, les Africains perdent toujours sur tous les plans parce que n'ayant pas fait respecter le droit. Nous signons des contrats et après, on se dit, nous sommes des États souverains, nous voulons récupérer nos terrains, nous voulons récupérer nos gisements, etc. Alors que, quand vous reprenez ces contrats-là qui ont été signés,
vous remarquez que les gens n'ont même pas lu avant de signer ces contrats-là. Malheureusement, c'est l'Afrique qui perd toujours. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.